Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat et à la une ce soir, le tableau s'assombrit pour l'économie de la zone euro. Récession confirmée pour 2013 avec une explosion du chômage et des dérapages budgétaires dans de nombreux pays, à commencer par la France qui ne tiendra pas les engagements de Bruxelles en matière de déficit public. Fin du suspense sur la date d'application du non-cumul des mandats. Le Conseil d'État a tranché, ce sera en 2017 pour les députés et pour les sénateurs. La réponse avec notre chroniqueuse Tam Tranui. En plein scandale de la viande de cheval, le salon de l'agriculture ouvre ses portes demain, porte de Versailles. Opération reconquête pour les éleveurs dont les revenus n'ont jamais été aussi bas. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le gouvernement prend acte des prévisions économiques de la Commission européenne. Déclaration aujourd'hui de Pierre Moscovici, ministre de l'économie. Bruxelles estime que la croissance française ne sera que de 0,1% en 2013 pour des déficits publics attendus à 3,7%, bien loin de l'objectif de 3% fixé par l'Union européenne. Jérôme Rabier. L'horizon est gris pour 2013, mais une éclaircie est attendue pour 2014. Voilà le bulletin économique délivré aujourd'hui par la Commission européenne. Et comme attendu, la France doit revoir, comme tous les autres pays européens, ses ambitions à la baisse. La croissance ne sera pas de 0,8% comme espéré, mais de 0,1% en 2013. Pour 2014, un sursaut de 1,2% est par contre attendu. Concernant l'objectif de réduction des déficits sous la barre des 3% du PIB, là aussi la Commission estime que cela ne sera pas possible. Elle table sur 3,7% en 2013 et étudiera un report de cet objectif en fonction des réponses apportées par le gouvernement français. La Commission dit qu'elle est prête à considérer le report d'un an de l'objectif de retour à 3% des déficits s'il est avéré, nous allons le démontrer, que les efforts structurels que nous avons déjà entrepris sont réalisés, que les réformes sont poursuivies. Ça signifie que nous n'avons pas l'intention, je le redis, d'ajouter l'austérité à la récession. Ne pas rajouter l'austérité à la récession, cela veut dire pas de plan de rigueur pour dégager de nouvelles recettes ou d'autres économies en 2013. Par contre, le gouvernement doit continuer de trouver des pistes pour le futur. Pierre Moscovici a notamment évoqué une prochaine réforme des retraites, une autre sur la politique familiale et aussi les économies que devront faire les collectivités locales. En clair, si l'objectif des 3% de déficit va être décalé d'une année, il n'exonère pas la France de poursuivre les politiques engagées. On en sait désormais un peu plus sur la réforme du cumul des mandats. Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres au plus tard fin mars et le Conseil d'État préconise une application pour 2017. Camilla Campuzano. J'ai donc demandé au Premier ministre de préparer un projet de loi pour en terminer avec le cumul entre un mandat national et un mandat exécutif local. Un projet de loi qui n'attendait plus que le feu vert du Conseil d'État. Au lieu de ça, il subit un sérieux coup de frein. La mesure ne peut s'appliquer que sur les nouveaux mandats. Cela repousse automatiquement le non-cumul à 2017 pour les députés. En ce qui concerne les sénateurs, le choix entre un poste local et parlementaire pourrait se présenter dès 2014, date des prochaines élections partielles de la Haute Assemblée. Au Sénat, le principe de la loi fait grincer des dents depuis le début, y compris au sein de la majorité. Pourtant aujourd'hui, silence radio de plusieurs sénateurs socialistes. Même leur patron refuse de réagir. François Rebsamen a toujours dénoncé une loi qui dénature le rôle des sénateurs, censés représenter les territoires locaux. Pour l'intérêt de la qualité de la loi, du législateur, c'est qu'il est important que les sénateurs puissent conserver un mandat exécutif local. Vous seriez prêt à saisir le Conseil constitutionnel sur cette affaire ? Ça on verra. J'en suis pas là, mais de toute façon, si je le fais pas, d'autres le feront. Un projet de loi controversé donc au Parlement qui devrait passer le 13 mars devant le Conseil des ministres. Tam Tranui, notre chroniqueuse parlementaire, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Bonsoir Delphine. Alors on vient de l'entendre, au Sénat, la réforme pourrait donc s'appliquer dès 2014 alors qu'elle concernerait les députés qu'à partir de 2017. Pourquoi cette différence ? Eh bien parce que si l'on suit l'avis du Conseil d'État, la règle du non-cumul ne peut s'appliquer qu'en fin de mandat. On ne change pas les règles en cours de match. Alors le résultat, c'est que
Il est impossible d'appliquer le non-cumul à l'Assemblée avant 2017, puisque les élections législatives ont lieu tous les 5 ans et que les dernières élections ont eu lieu l'an dernier. Le Sénat, lui, se renouvelle tous les 3 ans par moitié. Le prochain scrutin aura lieu en 2014. Donc soit on maintient 2017 comme à l'Assemblée, soit on choisit 2014. Le paradoxe dans ce cas de figure-là, c'est que c'est la Chambre la plus rétive à la réforme qui devrait appliquer le non-cumul en premier. Actuellement, les 3/4 des sénateurs sont concernés par le cumul des mandats et la majorité d'entre eux sont opposés au non-cumul des mandats. Il n'y aura donc pas de majorité au Sénat pour voter la loi. Oui, on le sait, le Sénat très hostile à cette réforme. Même le président du groupe socialiste au Sénat, François Rebsamen, on l'a entendu, est prêt à saisir le Conseil constitutionnel pour empêcher cette réforme de passer. Sur quel fondement exactement? Eh bien, parce que sur tous les textes qui concernent le Sénat et son organisation, il faut l'accord du Sénat, celui de l'Assemblée nationale ne suffit pas. Et donc, selon François Rebsamen, le Sénat pourrait utiliser dans ce cas de figure-ci son droit de veto. Alors, j'ai interrogé le constitutionnaliste Olivier Dor sur ce sujet. Selon lui, l'argument ne tient pas puisqu'il s'agit d'une loi organique qui s'applique et à l'Assemblée et au Sénat. Bref, la menace du recours devant le Conseil constitutionnel n'est qu'une gesticulation. Le verdict du droit est impitoyable face aux réticences politiques. Et alors inversement, l'avis du Conseil d'État vient en aide à certains parlementaires. Ça permet de déminer certaines réticences. Oui, parce qu'en fait, beaucoup de parlementaires sont d'accord sur le principe du non-cumul. Il s'agit de se consacrer pleinement à sa tâche de parlementaire ou bien à son exécutif local. Ça peut également permettre l'émergence d'une nouvelle génération politique. En revanche, beaucoup craignaient des problèmes dans l'application de la loi. En cours de mandat, ça obligeait en effet les parlementaires à se faire remplacer par leur suppléant. Et si le suppléant lui-même était cumulard, eh bien, il aurait dû démissionner. Vous imaginez les démissions en cascade et tout le désordre que ça aurait engendré. L'avis du Conseil d'État, au moins, évite ce scénario. Malgré tout, le débat politique est loin d'être terminé parce que 2017, c'est une date qui ne fait pas l'unanimité au sein de la majorité. Le Parti socialiste l'a rappelé encore aujourd'hui. Sa position, c'est de faire entrer le non-cumul en vigueur en 2014 et pas en 2017. Et d'ailleurs, le député Christian Paul a ainsi résumé la situation. Si nous renvoyons à 2017, pour les Français, ne nous trompons pas, cela ne voudra pas dire demain, mais jamais. Merci beaucoup Tam. Et puis sachez d'ailleurs que le Sénat lance un groupe de travail sur les intermittents du spectacle dirigé par la sénatrice PS Maryvonne Blondin. Il présentera ses conclusions à l'automne 2013. Les partenaires sociaux doivent renégocier pour la fin de l'année la convention d'assurance chômage qui régit le régime des intermittents. Ils manifestaient d'ailleurs cet après-midi à Paris. Vous le voyez sur ces images tournées par Cécile Sixou pour défendre la spécificité de leur régime. Au Nigeria, la chasse à l'homme se poursuit pour retrouver les 7 otages français enlevés. Leurs ravisseurs les détiendraient en 2 groupes séparés dans le nord-est du pays. Et au Mali, la tension reste extrêmement vive aujourd'hui, notamment à Gao, où de nombreux tirs d'armes automatiques ont retenti tout au long de la journée. Les contrats aidés à l'origine d'émeutes à La Réunion. Les maires de l'île sont accusés de les utiliser à des fins électoralistes. Alors que le taux de chômage atteint 60% chez les jeunes, la situation pourrait dégénérer. Il y a un an, l'île avait connu une semaine de violence contre la vie chère et cette menace plane à nouveau. Nous sommes en ligne avec Paul Vergès, sénateur de La Réunion, doyen du Sénat. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir, madame. Alors, quelle est la situation sur place? Est-ce que les émeutes continuent? Non, mais le feu coule sous le cendre et ça peut arriver à n'importe quel moment. Vous avez eu des explosions dans la ville du Port, à Saint-Louis et ailleurs. Il y a quelques semaines, ça a éclaté ailleurs. C'est une situation qui est explosive et parce que nous avons la situation à La Réunion, nous avons 850 000 habitants. 52% de la population vit au-dessous du seuil de la misère. Nous avons 30% de chômeurs. Ça veut dire que vous aviez en France plus de 9 millions de chômeurs. Alors ce sont surtout des jeunes qui manifestent, Paul Vergès, des jeunes, vous l'avez dit, particulièrement touchés par le chômage. Que veulent-ils exactement? Quelles sont leurs revendications? Leur revendication, elle est simple et dramatique. Les jeunes manifestent en disant « nous voulons du travail, donnez-nous du travail ». Alors aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement, se rend à La Réunion. Elle est déjà arrivée, je crois. Qu'attendez-vous du gouvernement?
Eh bien, j'attends qu'il remplisse effectivement les engagements que le président de la République a promis dans sa campagne électorale. Nous avons voté pour lui. 75%, presque 74% de la population ont voté pour lui. Et on attend les résultats qu'il en prenne ses engagements. Et l'impatience commence à grandir manifestement dans le pays. Et ça va s'aggraver, parce que contrairement à la France, nous avons une progression démographique ici. Nous avions 250 000 habitants en 1946, nous en avons 850 000 aujourd'hui, et nous allons vers 1 million d'habitants dans 2 générations. Il faut des moyens exceptionnels, adaptés à la situation du pays, et non pas la copie de ce qui se fait en France. Voilà pour cet entretien enregistré aujourd'hui en début d'après-midi. La société Spanghero abandonne son activité de négoce après 12 jours de contrôle sur la quasi-totalité de ses stocks. Le gouvernement maintient la suspension de l'agrément sanitaire de l'un de ces 2 entrepôts utilisés pour le stockage de la viande. Des investigations complémentaires sont nécessaires, estime en effet Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, qui a rendu public aujourd'hui le rapport de la brigade d'enquête vétérinaire. Le salon de l'agriculture a 50 ans. Il ouvre ses portes demain en présence du président de la République François Hollande. Cette année, 700 000 visiteurs sont attendus. Retour sur 50 ans de veaux, vaches et cochons avec Paul Bouffard. Quelle réussite! Tel est le jugement porté par le général de Gaulle sur le livre d'or du salon de l'agriculture après sa visite détaillée. 1964, première édition du Salon international de l'agriculture. À Paris, porte de Versailles s'ouvre la plus grande ferme d'Europe. Dans un contexte du tout agricole, les paysans sont nombreux, près de 4 millions, 4 fois plus qu'aujourd'hui. Bovins, poules, chiens, mais aussi chevaux, l'affluence flirte souvent avec les records. Entre 1970 et 1980, on dépasse même le 1 million de visiteurs. Pour le vétérinaire Larcher, le salon est une piqûre de rappel pour entretenir l'importance de l'agriculture française. C'était toujours quand même une super fête, où j'accompagnais mon père, qui était un élu d'une commune rurale, et où le matin encore, à ce moment-là, on préparait les plus belles juments percheronnes en leur faisant des tresses et en mettant du ruban tricolore. Miroir des agriculteurs, mais aussi lieu de débat. Depuis 50 ans, le salon vit au rythme des difficultés de la profession. Quand on a eu l'épisode sanitaire de la vache folle, on a vu que sur le salon, il y avait des débats, des interrogations. En 1973, un homme tombe amoureux du salon. C'est Jacques Chirac. Il fait de la visite politique une institution. Qui n'a jamais vu son goût pour la cochonaille et les vins français? J'ai eu la chance de vivre une visite présidentielle donc de Jacques Chirac. Et j'ai passé, je crois, 10, 12 heures, je ne sais pas, aux côtés du président Chirac, qui est un animal politique, ça on le savait, de très haut niveau, mais quelqu'un qui aimait les gens, qui sentait l'agriculture. Un salon qui aura vu le monde agricole changer profondément. Dans ses allées, les paysans sont devenus agriculteurs et les fermes des exploitations. Et Public Sénat vous propose une programmation spéciale Salon de l'agriculture avec 12 rendez-vous en direct. Ça commence dès demain à 13h avec un débat consacré à l'évolution de l'agriculture depuis 50 ans. Tout le programme sur notre site internet publicsénat.fr. Nous accueillons ce soir sur ce plateau François Purseigle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue des mondes agricoles, maître de conférence à l'ENSAT de Toulouse. Alors on l'a vu, 700 000 personnes sont attendues. L'engouement pour ce salon ne faiblit pas. Comment l'expliquez-vous ? On peut l'expliquer par l'attachement qu'ont les Français à cette population, à ces mondes agricoles. La plupart des Français viennent de là, d'une certaine manière. Ils sont issus de ces mondes agricoles qui constituaient la majorité de la population agricole il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, c'est 1 million d'actifs. Les actifs agricoles, c'est 600 000 chefs d'exploitation. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un siècle, la plupart des Français étaient des paysans. Alors, ça a toujours été un événement politique et médiatique incontournable. On l'a vu, là aussi, comment ça s'explique ? Ça s'explique par justement cette place, ce positionnement des agriculteurs dans ce qu'on pourrait appeler la fabrique de l'identité nationale à la française. Le paysan est d'une certaine manière le symbole de la République. Il a été célébré dès 1870 par la mise en place du concours général agricole. On parle des 50 ans du Salon de l'agriculture, mais il ne faut pas oublier que le concours général agricole date
date d'il y a plus d'un siècle et ça marque d'une certaine manière la célébration du paysan comme symbole de la République française. C'est là un paradoxe, c'est à la fois un symbole, ils sont minoritaires aujourd'hui, mais c'est une force politique et sociale, le monde agricole aujourd'hui. Tout à fait, c'est 3 millions d'électeurs, si on ajoute aux actifs les retraités, les conjoints et les salariés, donc c'est à peu près 8% d'une certaine manière de l'électorat français, sur 43 millions d'électeurs que compte aujourd'hui la France. Alors on l'a vu, le Salon de l'agriculture fête ses 50 ans, est-ce que sa vocation a évolué au fil du temps ? Oui, je pense qu'il donne aujourd'hui à voir des mondes qui sont traversés par des controverses, des incertitudes, mais il donne à voir aussi l'excellence, la performance en matière de qualité. Et ça n'a pas varié. C'est quelque chose auquel les Français tiennent absolument. Alors le scandale de la viande de cheval, on l'imagine, sera sans doute dans tous les esprits. Est-ce que pour les éleveurs bovins, ce salon va servir d'opération reconquête ? Je pense que les éleveurs ne sont pas en cause. Il s'agit d'une affaire de fraude. Il ne s'agit pas d'un problème qui renvoie à des questions agricoles. Et je pense que les éleveurs, de toute façon, ont fait énormément d'efforts. Les Français le savent. Et de toute façon, on passe aujourd'hui, on traverse d'une certaine manière une crise particulière. Mais les éleveurs en ont traversé d'autres. Et je pense qu'ils donneront à voir de toute façon le meilleur d'eux-mêmes. C'est quand même l'occasion pour eux de redorer leur blason quelque part auprès des consommateurs. Je pense qu'ils n'ont pas redoré leur blason. Je pense que de toute façon, ils sont attendus. Les Français les apprécient, leur font confiance. Et les sondages d'opinion le montrent bien. Il n'y a pas un amalgame possible avec toute cette crise quand même ? Je pense que de toute façon, il peut y avoir des répercussions sur les filières, mais je pense qu'on ne peut pas résumer de toute façon 50 ans d'agriculture à une fraude qui renvoie à des processus de globalisation, d'abstraction et non pas à des processus de production. Alors, on ne va pas résumer effectivement 50 ans d'agriculture ce soir, mais quel a été le changement le plus marquant en 50 ans dans le monde agricole ? Une chute des actifs, je l'ai dit tout à l'heure, une professionnalisation qui s'est accrue. On est passé, votre collègue le disait tout à l'heure, d'un monde à part, d'un monde de paysans à un secteur d'activité, un secteur agricole, qui est certes vieillissant, mais qui s'est féminisé. Les métiers de l'agriculture sont des métiers de plus en plus complexes, qui attirent aussi nombre de jeunes, même si ce n'est pas évident aujourd'hui de s'installer, mais ce sont des métiers éminemment modernes. Donc c'est un secteur qui poursuit sa mutation et pourtant c'est un secteur de plus en plus inquiet. Quel défi devra-t-il relever ce secteur agricole ? C'est d'une certaine manière des mondes qui sont traversés par des incertitudes sans précédent. Au-delà des crises économiques, ce sont des populations plus incertaines, ces populations agricoles. Et je pense qu'il y a un défi important qui est celui de la coexistence de mondes agricoles aux logiques complètement différentes, de coexistence entre des mondes agricoles et des populations rurales nouvelles. Alors vous l'avez dit, il y a cette baisse des actifs et pourtant il y a des emplois à la clé. Est-ce que l'agriculture ne fait plus rêver les jeunes ? Elle fait rêver les jeunes. Il y a 15 000 jeunes en moyenne, je crois, par an dans les répertoires d'aide à l'installation qui attendent de s'installer. Alors, il y a des processus de concentration foncière, il y a des processus d'artificialisation du territoire agricole qui fait que les jeunes ont des difficultés pour entrer dans le métier, mais ce métier est désiré contrairement à ce qu'on peut penser. Alors François Hollande a réussi à conserver la PAC. La France est le premier pays bénéficiaire de la politique agricole commune. Est-ce qu'une agriculture sous perfusion d'aides européennes, ça va dans le bon sens ? Pourquoi parler de perfusion ? Je pense que c'est un secteur à part qui de toute façon est un secteur qui aménage le territoire et ces aides ne renvoient pas à une perfusion mais renvoient à la nécessité de maintenir un nombre d'actifs importants, actifs agricoles sur le territoire. Dans votre ouvrage, vous parlez d'une renaissance rurale. On va vraiment assister à une renaissance rurale ? On ne parle pas tout à fait d'une renaissance rurale. On dit qu'il n'y a pas une fin des paysans, il n'y a pas une fin de la question agricole. Alors certes, peut-être que les paysans n'existent plus, mais une question agricole demeure en des termes nouveaux et différents. Est-ce que vous-même, vous irez au Salon de l'agriculture Oui, tout à fait, cette semaine ? Ça permet de prendre le pouls justement des évolutions que traversent ces mondes agricoles. Oui, le sociologue a un regard particulier sur des stands. Qu'est-ce que vous allez y chercher ? Eh bien, on va y chercher aussi des échanges avec des éleveurs qui peut-être se posent des questions, mais qui ont aussi des innovations à montrer, qui s'adaptent continuellement au nouveau contexte et au contexte de globalisation. Eh bien, merci beaucoup François Purseigle d'avoir été l'invité du 19h. Je rappelle le titre de votre ouvrage collectif rédigé avec Bertrand Hervieux, Sociologie des mondes agricoles. Merci encore à vous. Merci. Et comme chaque vendredi, retour sur les temps forts qui ont marqué l'actualité du Sénat cette semaine avec Nadia Belromari.
Le Foll, Hamon, Garot, 3 ministres sont venus mardi s'expliquer au Sénat. Pour eux, c'est bien l'entreprise Spanghero qui a vendu de la viande de cheval pour du bœuf, fragilisant la confiance des consommateurs. Ça vient finalement nouer une forme de crise de confiance entre les Français et leur alimentation. Et c'est là-dessus maintenant qu'il faut intervenir. Du coup, le gouvernement se soucie de la réglementation et les traders de viande n'ont qu'à bien se tenir. La dimension de la consommation de masse oblige à définir une industrie, à construire une industrie. La prochaine étape, c'est de donner un cadre beaucoup plus rigoureux à l'exercice de la profession de trader. L'action de groupe, la version française des class action, pourrait être utilisée. Nous sommes là dans un contentieux de masse économique qui tombe sous le coup d'une action de groupe. Benoît Hamon souhaite les intégrer dans le futur projet de loi consommation. Mardi, le Sénat a entendu les ministres de la Justice et de la Famille sur le mariage pour tous. L'occasion pour elle de prendre la température avant le début des débats le 4 avril. Des dispositions ont été introduites pour enrichir le texte et pour régler un certain nombre d'inconvénients. Nous ferons des propositions qui n'ont pas été abordées à l'Assemblée nationale, qui ne l'ont pas encore été ici non plus. J'ai assez l'habitude de cette Assemblée pour savoir qu'elle débatte davantage sur le droit que des présupposés autour d'intentions putatives d'un gouvernement. D'ici là, le Sénat, lui, continue ses auditions pour mieux préparer le texte. Réduire les importations de gaz et diminuer les émissions de CO2, pas vraiment facile pour le gouvernement. Pour preuve, l'exploitation du gaz de schiste, de nouveau au cœur du débat qui s'est tenu jeudi au Sénat sur la transition énergétique. Certains d'entre vous ont commencé leurs interventions en disant « Nous sommes très favorables à la transition énergétique ». Et nous en concluons que nous sommes très favorables à la poursuite du nucléaire à un haut niveau et au développement des gaz de schiste. Permettez-moi de relever là une certaine contradiction. Ne fermons pas la porte à la réflexion et à l'étude. Dès jeudi, l'examen des projets de loi sur l'article 11 de la Constitution, des textes déjà adoptés par l'Assemblée nationale qui autoriseraient un référendum d'initiative parlementaire et populaire. C'est la fin de cette édition. À suivre le magazine Focus qui s'intéresse ce soir aux maisons de naissance. Bonne soirée à tous. Engagée à défendre les femmes, la sénatrice centriste Muguette Dini propose une loi pour favoriser la création de maisons de naissance, des structures où les femmes peuvent accoucher dans un univers moins médicalisé. Il y a 2 ans, j'ai déposé une proposition de loi par prudence pour faire une expérimentation des maisons de naissance. Alors pourquoi expérimentation? Parce que comme il y avait des résistances et des réticences, on s'était dit si on fait d'abord une expérimentation. Et voilà, et du coup nous avons relancé la machine. Pas de grands murs blancs, aucun brancard dans les couloirs, ni de bruit de machine. On se croirait presque à la maison. On sait que pour bien accoucher, il faut aussi que les mamans se sentent dans un univers où elles sont détendues, où elles se sentent en confiance. Dans cette chambre de naissance, tout est pensé pour aider et soulager les futures mères lors de l'accouchement. Pendant le travail, pour soulager les contractions, pour aider à la dilatation, les mamans peuvent se mettre dans la baignoire. Donc on a beaucoup de patientes qui font leur travail dans la baignoire, puisque on sait que les vertus de l'eau chaude sont intéressantes. On a aussi des ballons où elles peuvent s'installer, puisque nos patientes vont être très mobiles pendant le travail, et elles peuvent aussi accoucher dans les positions qu'elles souhaitent. Donc ça peut être sur le côté, accroupi. Ces futures mamans sont venues chercher ici une alternative à l'hospitalisation classique. Le jour de l'accouchement, votre mari sera là. Et on va aussi, pourquoi pas, lui proposer de vous accompagner par des petits massages, par des choses
qui pourront peut-être vous rendre encore les contractions plus supportables. Et là, tu sens... La préparation à l'accouchement est rigoureuse, car toutes ont décidé de se passer de péridurale, bien trop systématique en France selon elle. Ils ratent quelque chose et passent à côté de quelque chose. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu les spectatrices et pas actrices de ce qui se passe. C'est clair que la péridurale, ça enlève la bonne partie de sensations, de ce qu'on ressent quand le bébé arrive, quand on le prend dans les bras. Je pense que c'est pas le même lien après. Seules sont admises les femmes dont la grossesse est sans risque, mais à la moindre difficulté, la maman est transférée à la maternité de Pontoise, située dans le même bâtiment. Évidemment, on est tout le temps là. Donc on est d'astreinte avec notre téléphone du 1er janvier au 31 décembre, sauf quand on est de congé. Contrairement à l'hôpital où les interlocuteurs sont nombreux, ici c'est la même sage-femme qui assure le suivi tout au long de la grossesse. Il peut y avoir des peurs parfois, et d'en parler avec la sage-femme qu'on va voir le jour de l'accouchement avant, ça permet aussi de s'en libérer et donc d'être plus à l'aise et plus tranquille, plus sereine le jour de l'accouchement. Une centaine de femmes accouchent ici chaque année et les places manquent. Pour Muguet-Dini, il est temps que d'autres structures de ce type voient le jour. Les maternités sont maintenant extrêmement sécurisées, mais pour assurer cette sécurité, on est tenté de médicaliser. Or, l'accouchement n'est pas une maladie. Et pour celles qui n'ont pas de difficultés, c'est quand même la majorité, qui n'ont pas de difficultés à accoucher, et très souvent pour les femmes qui ont déjà eu un premier enfant dans une structure traditionnelle, elles se disent mais j'ai pas besoin de tout ça, si je vais bien, pourquoi est-ce que je n'irai pas dans un endroit où je suis en sécurité malgré tout, puisque c'est tout près par l'ascenseur ou par le couloir de l'hôpital, et au moins être accouchée plus naturellement et plus tranquillement. Ces maisons existent depuis 30 ans en Amérique du Nord et dans de nombreux pays européens. En France, il n'en existe que 2 en Île-de-France. Mais faute de statut, les accouchements doivent se dérouler sur le plateau technique de la maternité où elles sont implantées. Cette sage-femme attend le vote de la loi pour que la maison puisse fonctionner normalement. Il y en a plein en fait en France, des projets qui peinent et qui s'épuisent en fait parce que justement il n'y a pas de cadre. Alors s'il y a un cadre, il y a quelque chose aussi qui aide à porter les projets, les parents qui se sentent soutenus, des professionnels qui peuvent aussi aller voir des maternités pour mettre des partenariats en place. En maison de naissance, les mères rentrent quelques heures seulement après l'accouchement, avec un suivi personnalisé à domicile, et cela coûterait beaucoup moins cher. Le coût d'un accouchement en maison de naissance, à peu près 600 €, contre à peu près 1 400 à 3 000 € pour une hospitalisation de 3 ou 4 jours dans une maternité classique. L'argument économique, mais surtout le récent soutien des gynécologues obstétriciens, opposés jusque-là aux maisons de naissance, pourrait ouvrir la voie à l'adoption d'une loi, d'autant que le gouvernement y serait lui aussi favorable. Pour ce nouveau numéro de Culture T, rendez-vous à Strasbourg, à la découverte d'un artiste pas comme les autres, Pierre Hermé. Qui a dit que concevoir des macarons n'était pas de l'art? Culture T à Strasbourg, ce soir à 23 h sur Public Sénat. Depuis l'accident de Fukushima, la question du risque nucléaire a refait surface. En France, le recours massif à la sous-traitance commence à poser problème. On est obligé d'aller vite, quoi. Toujours vite, vite, vite. C'est sans arrêt sous pression, il faut toujours aller vite. Salariés sous pression, sous-payés et aux cadences infernales, la rentabilité prend le pas sur la sécurité. Si demain il arrive un accident nucléaire, on va nous dire que c'est nous, les prestataires, qui sommes responsables. Enquête sur un phénomène et ses conséquences. Nucléaire, la bombe humaine, demain à 22 h sur Public Sénat. Itinéraire bis, direction les routes normandes, région gourmande par excellence. Philippe, on est dans votre restaurant près de Cambremer. Qu'est-ce que vous allez nous préparer? On va créer un velouté de potimarron. Du camembert de Normandie menacé par l'industrie aux aliments du futur. Peut-on encore bien manger? Les produits de qualité sont-ils en danger? Je vous emmène. Itinéraire bis, lundi à 13 h sur Public Sénat.